Merci à tous et à toutes d'être présents. Donc on va vous parler d'un sujet qui nous passionne tous les trois et j'imagine vous tous, sinon vous ne seriez pas là. Donc les hormones. Et puis donc on souhaitait faire effectivement cette petite soirée pour présenter les hormones sous nos différentes spécialités. Je pense qu'on a vraiment des façons très complémentaires d'aborder les choses. Donc Clara par l'assiette, Stéphane par les hormones bioidentiques entre autres, et puis donc moi plutôt par la phyto et la complémentation alimentaire, même si tous les trois on est convaincus qu'il y a une place pour tout. Vous allez vous présenter peut-être du coup si vous voulez bien. Voilà, oui j'y vais. Vas-y. Donc Stéphane Résimon, donc à la base moi je suis ORL, plutôt chirurgie ORL. Je pratique toujours, j'opère plus depuis un an parce que j'ai pas voulu être recobé pour une thérapie génique vaccinale qui devait être un échec cuisant et plus mortel que le vaccin lui-même soit. Et donc je me fâchais très fort avec la direction des hôpitaux où j'opérais. Et puis j'ai eu raison parce que tout ce que j'ai prédit à cette direction est arrivé. Les cancers sont en augmentation, les léukémies explosent, une grosse meurt de problèmes cardiaques. Voilà. Et donc depuis une petite trentaine d'années, j'ai fait une formation en nutri. Puis j'ai fait l'hormono, puis j'ai fait plein de formations diverses. Et 10 ans, j'ai fait la formation de Thierry Hertog également. Je peux dire que je connais un peu l'hormono puisque je la pratique quand même depuis à peu près 24-25 ans. Mais je la pratique de façon, je dirais, sensée, pas comme un sauvage. Donc voilà. Et d'ailleurs, Diane qui est en consultation avec moi depuis le début de la semaine, elle a vu un peu comment on fonctionne, on est en accord sur quasi tout. Je veux dire, il n'y a pas de gros couacs. Souvent, je demandais son avis en consultation, ce qui était génial. Et on avait la même façon de voir les choses, même si elle est beaucoup plus pointue que moi. Sur la phyto, moi je connais la phyto en gros, j'ai des recettes, voilà, donc elle connaît chaque molécule probablement. Et disons que par rapport à Gwen qui fait beaucoup de phyto, et je dirais, moi en utilisant des hormones bioidentiques, que ce soit DHA, prédolone, estradiol, etc., j'ai des résultats plus incisifs, plus rapides, plus marqués. Et ça m'arrive parfois de commencer par une hormone bioidentique et puis de repasser par après en phyto. Chez les gens qui ne sont pas trop pressés, qui ne veulent pas entendre parler d'hormones, je fais la phyto directement. Donc il n'y a pas de règle, on s'adapte au patient et à ce que le patient veut. Puis on doit tenir compte des antécédents cancéreux, des antécédents divers. Quoi dire d'autre? Alors c'est pas un cours d'hormono, simplement je vais donner mes trucs, ma façon de voir, ne pas être d'accord, chacun. Voilà. Donc en fait l'idée que j'ai eue en me disant tiens, ferait pas un truc tant que je suis sur Bruxelles, c'est vraiment de faire un truc gratuit. On n'a pas d'intérêt économique là-dedans, c'est vraiment de vous interpeller par rapport à ce qu'on connaît, et pour éventuellement aller plus loin. Alors il faut savoir quand même que ce qu'il y a sur le marché dans diverses boîtes de compléments alimentaires, je ne vais pas les citer, il y en a plein, en phyto-hormonaux, il y a des trucs pas mal, il y a des trucs bien, des trucs moins bien, et on est en train d'essayer, on réfléchit actuellement avec, pour une boîte dont je ne vais pas vous donner le nom, en fait on réfléchit à pouvoir faire des associations phyto pour chaque indication en hormonophilie. Donc en fait, des patients qui ont trop d'androgènes, qui n'en ont pas assez, qui ont trop de progestérone, d'autres qui n'en ont pas assez. Donc on est en train d'essayer, par rapport à tout ce qu'on connaît, tout ce qui est publié, ça ne passe sur la science évidemment, s'il y a eu un cancer du sein, il peut y avoir un cancer du sein avant, on est en train de trouver des trucs intelligents à proposer à nos patients. Donc on va probablement participer à la sortie de 5, 6, 7 complémentaires dans lesquels il y aura une ou plusieurs plantes. On est en train de pousser là-dessus depuis quelques semaines. Alors, pardon, c'est ici. Je ne vais pas devant, ça ne va pas aller. Voilà. Ouais. Et donc ça, c'est un bélo vert. Vous voyez un ovocyte en maturation, avec l'expulsion ici avec le corps jaune et l'expulsion de l'ovocyte. Si tu veux, j'avais avancé parce que... Oui, vas-y. Ouais. Alors, vous savez que le chef d'orchestre des hormones, c'est l'hypophyse, qui stimule la thyroïde via la TSH, la surrénale via la CTH, mais également qui stimule également les ovaires via la FSH et la LH. Donc la FSH fait folliculer les ovocytes. Suite à ça, l'ovocyte sécrète des oestrogènes, l'œstradiol. Donc il faut savoir que donc en gros, la première commande, le premier stimulant en première partie de cycle, c'est la FSH. Et puis l'ovocyte va sécréter des oestrogènes, plus ou moins bien.
Et c'est ça le gros problème, vous allez voir pour la suite, c'est que la sécrétion d'œstrogène peut déterminer la qualité de la deuxième partie de cycle. Et donc, l'œstradiol, en retour, donc des ovocytes, fait stimuler de la lutte des neurones, de la LH, par l'hypophyse, qui elle-même va participer à la maturation, à la luteinisation de l'ovocyte pour produire un corps jaune qui va produire bien ou pas bien de la progestérone. Et il y a une dualité, il y a un équilibre à avoir entre œstrogène et progestérone, on va en parler beaucoup en fin de cycle, donc, parce que beaucoup de femmes, 40, 50% quasiment des femmes, ont en fin de cycle un déséquilibre entre les deux, pas nécessairement parce qu'elles manquent de progestérone, mais parfois parce que s'ajoutent aux œstrogènes déjà présents, les œstrogènes de synthèse, ce qu'on appelle donc ce sont les œstrogènes, enfin les substances qu'on a fait œstrogènes-like, comme les phtalates et autres polluants présents dans les instruments de cuisine, dans les casseroles, présents dans la pollution, etc. La progestérone, donc suite à ça, la progestérone et les œstrogènes vont chuter et il va se passer que la muqueuse utérine va desquamer, on aura une mort de la muqueuse utérine et les règles vont arriver. Et ce qui est important ici dedans, c'est que en fait, la partie importante du cycle de la femme, c'est pas comme beaucoup de gens croient les règles, les menstruations. La partie importante du cycle, c'est le corps biologique. C'est voir s'il y a des qualités ou pas. Ouais. Alors, donc en gros, deux phases, la phase folliculaire et la phase lutéale, avec, vous voyez, le pic donc le petit pic de FSH ici. Vous avez la montée en fait, de la progestérone qui se produit déjà avant. Voilà. Et vous avez également les œstrogènes qui montent avant la progestérone. Et puis on a une chute parallèle des deux, mais ce parallélisme n'est pas toujours respecté, donc on peut avoir une chute trop rapide de progestérone en fin de cycle, qui concerne donc 40-50% des patients. Bonsoir, bonsoir. Alors en gros, on peut dire que au niveau de la muqueuse utérine, moi de temps en temps je vous montre une échographie de la muqueuse utérine pour voir un peu où la femme en est en deuxième partie de cycle. Pour si la muqueuse est épaisse, ça donne une idée qu'elle a pas mal d'œstrogènes. Si elle est trop fine, c'est qu'il n'y en a pas assez. Et donc une femme peut entre guillemets avoir des saignements entre les menstruations, simplement parce qu'il y a une muqueuse utérine qui est trop fine, mais aussi parce qu'elle est trop épaisse. Et là, une hypertrophie de la muqueuse. Et voilà, la prise en charge n'est pas du tout la même. Et ça, c'est... Donc, comme vous le savez, les cycles, on dit qu'il faut c'est 28 jours, c'est plutôt 29, disons un jour près, c'est à peu près ça. Mais les cycles peuvent être plus ou moins longs d'une femme à l'autre, et ça peut même varier d'un cycle à l'autre. Et ce que Gwen va vous dire tout à l'heure, c'est qu'il y a moyen, il faut apprendre aux patientes à repérer où elles en sont dans leur cycle. Donc, par des signes cliniques dont on verra lesquels. Et donc autant pour une femme, la deuxième phase du cycle est assez standard, donc c'est entre 11 et 16 jours, autant la première partie de cycle peut être très variable d'une patiente à l'autre, d'une personne à l'autre. Et elle peut même, j'irais, folliculer, donc lutéiniser juste après sa règle. Dire qu'une femme ovule à 14 jours, c'est faux. Or, moi, qu'est-ce que je dis à mes patientes? Je suis désolé, je n'ai pas le temps d'expliquer 36 000 trucs. Je dis voilà, faites votre prise de sang, madame. Alors, c'est ce que moi je fais entre J18 et J22 du cycle, parce que je vise en gros une petite semaine après l'ovulation. Mais ce que je fais, c'est pas bon. Voilà. Donc, je devrais être beaucoup plus fin avec ça en apprenant à la patiente à repérer de façon plus fine le moment d'ovulation, le jour pic. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Il va y en avoir. Comment tu fais pour repérer? Tu veux lui faire repérer, mais parfois, par quel moyen? Alors, il y a des indices qui sont la température corporelle, il y a des indices qui sont la glaire cervicale. Donc la glaire cervicale, en fait, elle n'est pas la même en première partie et avant l'ovulation et en deuxième partie de cycle, parce que la glaire cervicale, la qualité est influencée par les œstrogènes, elle est filante, elle est perméable, et la progestérone, elle devient imperméable, plus épaisse. Donc en fait, c'est au niveau de la vulve, la sécheresse et la qualité du liquide sécrété. Avec un peu d'habitude, ça c'est un apprentissage à faire pour les patientes, on peut déterminer, elles peuvent déterminer assez finement, un jour ou deux près, le jour pic et la fertilité également, ça sert à déterminer à quel moment elles sont fertiles. Voilà. Elle peut aussi mesurer son pH. Parce Oui, que les glaires cervicales deviennent
12, 13e, 14 jours, elle devient basique. Ouais. Donc pourquoi pour ne pas, bien sûr, tuer le sperme? Ouais. Donc tant que vous n'êtes pas ovulé, normalement elle est acide, c'est plus acide. Tu utilises toi Oui, l'acidité, Alors, le pH? en fait, ce qui est important dans les méthodes d'observation du cycle, c'est de suivre une méthodologie à fond. Parce qu'il y a plusieurs méthodes qui existent, et il faut Et il y en la a même suivre qui à se fond. recoupent, il y a plusieurs paramètres qu'on peut prendre en compte. Donc, moi, les méthodes que j'utilise, c'est juste l'observation de la glaire par la sensation, le ressenti au niveau de la vulve. Donc, Eric n'a pas de vulve, donc il ne se rend pas compte de ce que c'est. Mais il y a beaucoup de J'en femmes. ai vu, hein. Tu n'en as pas On ne de tracasse pas. Pas les mêmes sensations. Ça ne connaît pas. Je connais pas non plus, je sais pas quoi je parle non plus. Mais cela dit, il y a beaucoup de femmes qui ont des vulves et qui sont complètement déconnectées de leur vulve et Bah qui oui. ne savent pas non plus du tout. Ah, mais on reconnecte. Hein. On reconnecte, il faut reconnecter, ouais. Mais attention, en cas de cycle irrégulier, ça peut être. Il faut vraiment. C'est un apprentissage, parce que ça ne s'en prend pas en 10 minutes en consultation. Donc, moi, je n'essaie même pas. Alors, je dis à Miguel Lavion, je parle des possibilités de faire ça, mais j'ai désolé, c'est un apprentissage, il faut contacter quelqu'un, il va vous former. Ça peut être par Internet, ça peut être via. Voilà, en fait. Après, ça dépend de l'objectif. Moi, je sais que j'en parle pas mal à mes patientes, mais ce que je leur enseigne, c'est simplement comment repérer l'ovulation pour faire l'analyse hormonale au bon moment du cycle et pour prendre les plantes de première phase et de deuxième phase au bon moment du cycle. Mais en aucun cas, le peu de temps que j'ai pour leur parler ne leur permettra d'utiliser cette méthode pour une méthode de contraception. Hein, c'est pas du tout suffisant. À ce moment-là, il faut aller vraiment voir un instructeur qui est spécialisé là-dedans. Moi non plus, je ne suis pas instructeur. En tant que j'y suis, avant de la parole, ce que j'aimerais insister, c'est que bon, moi je suis assez braqué, prévention cancer, etc. Donc il faut savoir qu'une patiente qui a en deuxième partie de cycle un syndrome prémenstruel, mal au sein de ça, attention, ça fait le lit du cancer du sein. Voilà. Et alors également, à ce sujet-là, il y a encore plein de nouvelles études qui sortent là-dessus. J'ai peut-être écrit un bouquin avec un collègue français, Reliquet, à ce sujet-là. Donc également, l'iode est hyper important. L'iode, eh bien, on devrait tout s'en prendre tous les jours, au moins 5 gouttes, en résumé. Tellement le manque d'iode est pro-cancérigène. Et donc, je dirais, les patientes qui en deuxième partie de cycle ont une rétention d'eau, en syndrome prémenstruel avec mal au sein, il faut les prendre en charge. Alors, ça peut être bêtement un manque d'oméga 6, donc on les met. Bon, moi, je donnais toujours de l'onagre, donc dans ces cas-là, plutôt que la bourrage, que j'ai réservé plutôt aux peaux sèches, mais finalement, on m'a dit, ouais, ça revient mal, je ne sais pas, je n'ai pas assez d'expérience, mais il ne faut pas hésiter à aller vers à faire monter la progestérone, mais ça, Guillaume est bien plus fine que moi pour ça, soit en préparant mieux la deuxième partie de cycle, en optimisant la première partie de cycle, je dirais, soit carrément en donner de la progestérone naturelle, donc qui est Utrogestan, qui se vend en Belgique sur Utrogestan ou de Progébel, soit de la bioidentique qui est du faston, puisqu'on épargne énormément de cancer du sein en optimisant la progestérone en fin de cycle. En fait. Et également, elles vont moins saigner, elles vont des règles moins douloureuses en plus. Mais parfois, c'est peut-être le manque d'oméga 6, mais ça vous le voyez en voie de profil Y et transitaire, mais ça ne suffit pas. C'est pas toujours dû à un manque d'oméga 6, le syndrome prémenstruel. Ça peut être hormonal, purement hormonal. Ça peut être un mix des deux également. Est-ce que vous avez entendu parler du fait qu'une progestan pouvait donner des méningiomes? Oui, tout à fait. Pas le progestan, les progestatifs de synthèse. Non, Donc, il paraît que même le non, progestan, ça justement, vraiment, j'ai refait de la littérature là-dessus encore récemment. Vraiment, c'est là. Alors, le prototype de la progestérone, donc les progestatifs de synthèse, ça n'a rien à voir avec des progestatifs. Il faut bien savoir, c'est des androgènes modifiés. Donc, ils donnent souvent des hyperandrogénies. Hein, et vraiment, moi, je me bats contre un médicament, le luténil. Le luténil, qui est un, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, c'est voilà, c'est un androgène modifié qui coupe tout. Donc en gros, je dis aux patients, vous prenez du luténil, madame, c'est comme si vous arrachez vos ovaires à la poubelle, vous êtes en ménopause, avant la ménopause. Donc c'est une catastrophe. Alors c'est vrai que quand on a une patiente qui est en hémorragie, donner du luténil peut-être pendant quelques semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, pourquoi pas, mais pas au long cours. Or, j'ai beaucoup de patientes qui viennent, et ça m'est arrivé de règles. Avec mon ex-compagne, elle a changé de caractère, elle déprimée, enfin, il n'y a plus rien qui allait, et son gynéco l'a mis sous luténil parce qu'elle a des règles un peu douloureuses après l'hémorragie, parce que c'est une débilité profonde. Donc en fait, ça donne. Parce qu'en fait, il faut savoir que les hormones qui varient dans le cycle ici, c'est une nécessité absolue. Le corps a besoin d'œstrogène, le corps a besoin de progestérone, et il en a besoin aussi après la ménopause. Donc dire qu'on va laisser une femme de 60-65 ans
Voilà, plus d'eau, plus d'huile, rouler comme ça, madame, elle va payer cher. Ostéoporose, Alzheimer, que j'occupe beaucoup de cette maladie-là, fortement augmenté, neurodégénérescence, donc les hormones sont protectrices, comme la testo et la DHA chez l'homme, mais également, elle a plus de risques cardiovasculaires, donc un phare, attaque cérébrale, ostéoporose évidemment, prise de masse grasse, perte de masse musculaire, donc ne pas traiter de ménopause, moi je trouve ça assassin. Alors maintenant, est-ce qu'il faut le faire nécessairement hormonalement? Je préfère, mais non, si la femme ne veut pas, je vais vers la phyto. S'il y a un centre de cancer du sein, ça se discute, et on peut même aller faire un traitement que moi j'appelle hybride. Donc en gros, j'en ai un phyto pour les oestrogènes, et j'en ai un progestérone naturel, donc ou bioidentique du faston, qui est pour la partie progestérone. Il faut toujours équilibrer les deux. Ne jamais traiter une ménopause par des oestrogènes seuls, même si la patiente est hystérectomisée. Or, en France, surtout, j'ai plein de patientes qui viennent de France, et elles sont hystérectomisées, elles sont ménopause, et on leur donne des oestrogènes, et on ne donne pas de progestérone. Donc en gros, elles n'ont pas de GABA, donc elles sont énervées, stressées. Donc on les met sous benzo, on les met sous somnifère, et en plus on prépare un bon cancer du sein. Voilà. C'est mon avis. Ça va? Oui, parce qu'il y a aussi, oui, c'est un truc à tiroir. Hein. La T4 inactive la thyroïde, pour devenir T3, on a besoin de progestérone. Trop d'œstrogène bloque aussi la thyroïde. Donc les hormones féminines, il y a une relation intime avec l'action de la thyroïde. Or, la thyroïde, quand elle ne fonctionne pas, on grossit, on déprime, on est fatigué, on a tout qui est au ralenti, l'intestin, l'estomac, on est constipé, on ne digère pas. Enfin, il y a tout qui est au ralenti, rétention d'eau, etc. Et donc le fait de ne pas prendre en charge la préménopause, donc si vous laissez une femme qui a 40-45 ans, elle a déjà des bouffées de chaleur, elle prend 5-20 kg par an, elle a plus de libido, elle perd ses cheveux, elle attrape peut-être un peu de barbe, ils vont vous dire « Ah madame, beaucoup de gynécos, vous n'êtes pas encore ménopausée ». Et les plaintes qu'elle a, le gynéco il s'en fout, donc prenez donc vous serez ménopausée pour les revoir dans un état de délabrement, quand elles sont ménopausées, parce qu'elles ont payé cher pour toutes les années, évidemment, le manque, le déficit hormonal. Donc en gros, si on envisage de mourir à 50 ans, ne traitons pas le ménopausée, pas de souci. Mais si on envisage de vivre jusqu'à 70, 80, 90 ans, ben, il faut traiter la ménopause. Alors, en gros, les œstrogènes progènes, c'est le yin et le yang, et le yin va passer en yang et vice-versa. Et donc en fait, les œstrogènes entraînent une prolifération de données, c'est précis. Donc la maturation du follicule dépend. Les œstrogènes entraînent une rétention d'eau, j'ai des beaux seins, belles formes féminines, belles hanches, peau bien hydratée. Augmente la synthèse du collagène. C'est pour ça qu'une femme ménopausée non prise en charge, mais on a un visage qui vieillit vite. C'est une des causes, il n'y a pas que cette cause-là. Elle est plutôt orthosympathique, donc le tonus. La dopamine, donc la joie de vivre, libido, mémoire, concentration, motivation. Vous comprenez déjà, vous voyez déjà poindre les tableaux de la ménopause de prise en charge. Également la libido. Alors la libido, c'est le partenaire. C'est la dopamine, protéine du matin. C'est l'œstrogène, c'est la testo qui vient de la DHA chez la femme, et c'est la T3 thyroïdienne, la libido, donc c'est le partenaire. Il y a plusieurs hormones qui jouent en compte, et le neurotransmetteur de dopamine qui est stimulé par la protéine du matin. C'est la masse osseuse, donc vous voyez déjà ce qui se passe, puisqu'on perd 1% de sa masse osseuse par an si on ne traite pas la ménopause, mais on sort un col du fémur rapidement. La circulation sanguine également. Protection cardiovasculaire, en effet, les œstrogènes protègent des infarcts d'attaque cérébrale et autres. Augmente la sensibilité à l'insuline également. Alors la conversion de T4 en T3 est moins bonne. En gros, trop d'œstrogènes donne une hypothyroïdie. Et c'est par blocage de cette voie T3. Également, les œstrogènes stimulent l'histamine. Donc c'est un patient qui est histamine libérateur, qui a une histaminose digestive par exemple, qui réagit trop à certains aliments, ou bien qui a une histaminose sur dysbiose, et bien trop d'œstrogènes va aggraver son problème. Vous donnez de la progestérone parce qu'il y a aussi un transfert, et bien l'histaminose va être cette patiente va mieux tolérer certains aliments qu'elle ne tolérait pas avant, par exemple comme le poisson pas trop frais, le chocolat, etc. Également, les T-régulateurs qui régulent l'immunité sont stimulés par les œstros. Alors, la progestérone, en gros, elle stoppe la prolifération des cellules oestrogènes dépendantes. La différenciation et l'implantation de l'ovocyte nécessite une progestérone. Moi, je dis tout ça dans les patientes. En gros, madame, si n'y a pas d'oestrogène, le spermatozoïde de monsieur ne va jamais féconder l'ovocyte de madame. Et si l'ovocyte est fécondé, pour qu'il s'attache à l'utérus qu'ils n'ont pas par terre, il faut la progestérone.
J'explique les choses tout simplement. Et les diurétiques, donc on voit parfois des patients qui ont 1-2 kg de flotte avant leur règle, on les met sur progestérone terminé, après le plus froid. Mais également, la rétention d'eau va donner des céphalées de tension, voire des migraines également. La migraine cataminiale de fin de cycle, elle est liée à un manque de progestérone. C'est assez spécial, alors que les autres sont liées au magnésium, à la faim intestinale, voire à la tête. Et le GABergique, alors j'ai plein de publications de haut vol dans des grosses revues gynéco-américaines là-dessus qui montrent le lien qu'il y a entre symptômes de manque de GABA et la progestérone. Et le GABA, c'est l'anti-benzodiazépine, c'est l'anti-somnifère, c'est l'anti... Donc, plein de patientes, pour moi, sont mises inutilement sous benzo, sous calmant, somnifère, tout simplement parce qu'on n'a pas traité la préménopause. C'est vrai que c'est l'âge 35-40 ans de quand ça va venir insomniaque, énervé, ça, et puis on les met sous benzo pour les calmer, on les met sous progestérone. Également, elle joue également favorablement sur la masse osseuse. Elle module d'autres hormones comme les oestrogènes, androgènes et la prolactine, mais ça, Gwyn va en parler. Et la conversion T4 à D3 est très dépendante de la progestérone chez la femme. Moi, chez l'homme, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que l'homme a un taux plus bas de progestérone, mais c'est plus rare d'avoir des troubles de manque de progestérone chez l'homme. Moi, je la demande assez souvent, donc j'ai des hommes que je mets sous progestérone, je les mets sous utrogestérone. Quand ils sont trop peu, parce que sinon, ils ont plus de cancer de prostate. Et elle diminue l'histaminose digestive, aussi les réactions allergiques, asthme, etc. Et elle est anti-inflammatoire. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus?